Énergie, crise énergétique, nucléaire, énergie renouvelable, solaire, hydraulique, biologique, psychique, manque d'énergie, trop plein d'énergie. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle d'énergie ? Bonjour, je suis Anne Lorganac, journaliste, et je vous propose qu'on explore cette notion, sa polysémie, son histoire, son évolution, en prenant pour guide le top des chercheurs et des chercheuses. Bienvenue aux Sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des Humanités de l'EPFL. Aujourd'hui, c'est l'énergie expliquée par Joanne Poisson, merci pour l'invitation. Donc, je suis médecin gériatre, chercheuse, postdoctorante, actuellement dans l'équipe du professeur Haworks à l'EPFL. Et donc, je travaille sur des traitements qui visent à moduler la fonction des mitochondries dans des maladies liées à l'âge, et plus particulièrement dans le muscle des personnes âgées. mitochondrie, qu'est-ce que c'est ? Alors, la mitochondrie, c'est un peu une usine à énergie. C'est quelque chose qui, dans la cellule, un organique, qu'on appelle un organite, qui produit l'énergie nécessaire à toutes les fonctions cellulaires. Donc on peut dire que c'est dans les mitochondries que se cache la clé de notre énergie physiologique, c'est ça ? Alors oui, c'est vrai que la grande majorité de l'énergie, qu'on appelle énergie au niveau cellulaire, est générée par les mitochondries. Et quand on dit trivialement « je manque d'énergie », on fait référence au sujet de vos recherches ? Alors je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Souvent quand on dit on manque d'énergie, c'est quelque chose de multifactoriel, où on parle à la fois d'entrain, de notre envie à faire les choses, et pas seulement de notre énergie vraiment intrinsèque. Après, c'est vrai que par exemple, cette énergie générée par la mitochondrie va pouvoir être transformée dans d'autres types d'énergie, soit de l'énergie aussi qu'on dit chimique, pour faire tous les processus cellulaires nécessaires à la vie, mais aussi, par exemple, l'énergie physique dans le muscle, où cette énergie générée par les mitochondries va permettre de faire une contraction musculaire et donc finalement d'avancer. Donc finalement, d'une chose vraiment microscopique et chimique, on arrive à une énergie plus mécanique et plus qui nous parle dans notre vie de tous les jours. Et précisément, comment ça marche ? Comment est-ce que ça se transforme en énergie, ce travail des mitochondries ? Alors, en fait, la mitochondrie va utiliser les nutriments, donc par exemple tous les différents types de sucre, d'acides gras, pour former de l'énergie. Pour ce faire, elle va utiliser une chaîne de respiration, donc les mitochondries respirent, et avec ça, elles vont produire ce qu'on appelle de l'ATP, adénoside triphosphate, qui est une molécule qui va permettre de stocker et de transporter cette énergie. Ça va permettre, donc avec cette ATP, de pouvoir aller n'importe où dans la cellule et de délivrer, en retransformant en ADP, donc adénosine diphosphate. En fait, ça va perdre un de ces phosphates, une de ces liaisons, et quand cette liaison va être cassée, parce qu'on a un processus qui s'appelle de l'hydrolyse, ça va générer de l'énergie libre qui va être libérée à l'endroit nécessaire. Et pourquoi est-ce qu'on est tellement inégaux alors en énergie biologique ? Est-ce que ça a un lien avec ça ? Alors, je pense que quand vous dites inégaux, c'est plus dans l'énergie justement globale de ce qu'on ressent. Où là, vraiment, c'est encore une question d'entrain, quelque chose de multifactoriel. Il y a beaucoup de psychologique, de physique qui rentrent en compte. Mais c'est vrai que la fonction, en tout cas mitochondriale, et l'énergie, on va dire au niveau cellulaire, il y a une variation entre les individus, qui est facteur de beaucoup de choses. Il y a des facteurs génétiques qui rentrent en compte, des facteurs environnementaux, l'âge, on sait qu'on pourra en reparler, et puis des maladies chroniques telles que le diabète ou les maladies cardiovasculaires qui vont faire varier cette capacité à la mitochondrie de générer de l'énergie. Donc comment ça évolue effectivement au fil de l'âge, au fil d'une vie ? Alors au fil d'une vie, on sait que les fonctions mitochondriales ont plutôt tendance à diminuer avec l'âge. Mais ce qui est intéressant, je trouve encore plus, c'est que c'est plus une... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une diminution de la capacité d'adaptation au stress. C'est-à-dire que si quelqu'un va bien, juste vieillit, sans maladie chronique liée à l'âge, parce que souvent on cumule les choses, on cumule le vieillissement et les maladies liées à l'âge. Donc ça devient beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais juste avec le vieillissement, les mitochondries vont fonctionner, peut-être un peu moins bien, mais elles vont fonctionner. Mais c'est plus si on a un stress surajouté, quelque chose qui se passe, où normalement les mitochondries vont savoir s'adapter, et bien là on a une perte d'adaptation. Et finalement, ce qu'on voit au niveau cellulaire, ça marchait très bien au niveau des patients et en gériatrie. Ou des patients, on va dire, qui sont des personnes âgées qui vont très bien, qui ont très peu de maladies ou même pas de maladies du tout, qu'on voit marcher dans la rue sans problème, faire leurs courses à 90 ans. On sait souvent qu'ils ont une diminution de capacité de gestion du stress. C'est-à-dire que s'il y a un événement inattendu, quelque chose qui se passe, que ce soit physique, cellulaire, extérieur, et ben ils auront plus de mal à s'adapter. Et c'est là où les choses peuvent engendrer des maladies, des accidents. Et c'est un peu pareil au niveau de la mitochondrie. C'est finalement un mécanisme d'adaptation qui est moins efficace. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait les adapter en leur
proposant des coups de stress un peu plus régulièrement ? Alors oui, c'est intéressant que vous disiez ça parce que justement l'équipe où je travaille a beaucoup travaillé sur ça, c'est-à-dire sur le fait que des molécules, on sait que si on stresse un petit peu, par exemple la mitochondrie, juste à un certain niveau, elle va permettre de mieux fonctionner. Comme si on la stimule un petit peu, on la stresse un petit peu, elle va mieux fonctionner. Mais si on le fait trop, ensuite on tourne dans quelque chose de néfaste. Donc c'est quoi le juste milieu ? Alors voilà, le problème c'est le juste milieu. Alors nous, avec des molécules, on étudie ça, savoir quelle dose, quel type de molécule va donner un stress et une stimulation mitochondriale qui va être bénéfique et ne jamais tomber dans le trop, finalement. J'ai mon grand-père qui était souvent peu c'est peu, trop c'est trop, faut ce qu'il faut. Donc il avait bien cette expression, je ne sais pas d'où il sortait ça, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, c'est un peu ça. Il faut un juste milieu, mais c'est vrai qu'un certain niveau de stress est souvent bénéfique. Mais ça voudrait dire quoi si on le traduisait de manière très triviale ? C'est que, oui, on retrouve de l'énergie souvent quand on se rebooste un peu, c'est-à-dire plus on va aller, si on va dans un rythme trop lent, trop tranquille, là on perdrait de sa capacité. Oui, alors je pense qu'on est tous différents aussi. Le truc, c'est de savoir se connaître. En tout cas, alors je ne parle pas de la mitochondrie, je ne ressens pas l'énergie de la mitochondrie, je pense que vous non plus. Mais en tout cas, si vous parlez au niveau général, au niveau de l'énergie, effectivement, je pense que si on veut faire une analogie, qui je ne sais pas est vraiment scientifique ou pas, mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que quand on a un certain niveau de tension, en tout cas, ou pas de stress négatif, mais stress positif, de tension, j'allais dire awareness, désolé, c'est de l'anglicisme, mais vous voyez ce que je veux dire, d'attention, et ben je pense qu'on est plus efficace, on a plus d'énergie, que même on le sait que des fois on est fatigué, on se laisse complètement aller, ben là on traîne, on a plus, ça n'aide pas à remonter la pente, quoi. Et vous avez peut-être pu le constater en tant que médecin, avec vos patientes et vos patients. Oui, alors c'est sûr que en gériatrie, quand on a souvent des sortes de cercles vicieux, ou quand on se met à plus pouvoir bouger, pour une raison X ou Y, pour une opération, quelque chose, quand on reste au fond du lit, ben après plus on y reste, moins on arrive à en sortir. Et donc nous, un de nos travaux, c'est justement de les stimuler à sortir de ça. On les stresse un peu aussi à notre manière. On les lève, on les bouscule, pour justement qu'ils sortent de ce cercle vicieux. Quand est-ce qu'on a commencé à utiliser le terme d'énergie pour recouvrir ce fonctionnement biologique précis ? Alors c'est un processus qui a demandé plusieurs étapes dans cette découverte. Donc premièrement, le fait que l'analyse en thermodynamique, où on sait qu'un processus chimique peut générer de l'énergie, et par exemple la transformation d'ATP en ADP génère de l'énergie libre, qu'on appelle énergie libre de Gibbs, et ça c'est fin 19e. Ensuite, l'ATP elle-même a été découverte plutôt début 20e. Et puis la mitochondrie, c'est un travail qui a été fait de fin 19e jusqu'à début 20e, avec de nombreux scientifiques qui ont participé, dont 2 prix Nobel, Peter Mitchell en 1978 et Boyer et Walker en 1997. Donc c'est quand même très lié à ces champs de la mécanique, puis de la physique, où on a d'abord entendu cette notion d'énergie, qui a ensuite a glissé vers d'autres domaines. Qu'est-ce qu'elle a gardé pour ce qui concerne votre champ de recherche de ces origines-là ? Effectivement, évidemment, le mot énergie vient du grec ancien qui veut dire force en action. Donc quand on pense à ça, on pense plutôt à quelque chose de cinétique ou de mécanique, comme vous le dites. Mais finalement, toute cette énergie, physique, chimique, biologique, la manière dont vous voulez l'appeler, c'est toutes à peu près les mêmes, elle répond aux mêmes lois. C'est finalement une capacité à modifier un état. Donc se mettre en mouvement. Mais finalement, l'état de l'ATP qui se modifie en ADP et qui libère de l'énergie, c'est un mouvement. Et donc tous ces processus, finalement, se rejoignent. Vous êtes chercheuse, vous êtes médecin, vous êtes jeune maman, Joanne Poisson. Comment vont vos mitochondries ? Donc, j'ai bien compris qu'on ne pouvait pas savoir comment allaient nos mitochondries, mais votre énergie. Oui, alors effectivement, je ne sais pas trop. Je n'ai pas fait une prise de sang me disant comment les mitochondries. J'espère qu'elles vont bien, parce qu'on sait que c'est lié à la longévité aussi, que les fonctions mitochondriales et les mutations mitochondriques vont définir votre durée de vie. C'est un travail qui a été fait aussi par l'équipe, donc j'espère qu'elles vont bien. Mais non, je pense que mon énergie, je pense que ce qui est vraiment important, mais là c'est plus une discussion globale, c'est finalement un bon équilibre entre une hygiène de vie, effectivement, parce qu'on sait que les maladies cardiovasculaires, tout ça peuvent altérer nos fonctions mitochondriales, les maladies liées à l'âge, mais aussi d'être épanoui. Et je pense que tout ce qui est psychologique dans l'énergie est absolument primordial. Vous, c'est quoi votre truc pour conserver votre énergie, Joanne Poisson ? Moi, je pense que c'est la stimulation intellectuelle, d'être toujours en curiosité, toujours en recherche, c'est quelque chose qui est vraiment moteur. Savoir aussi s'écouter.
effectivement, et arrêter quand il y a besoin. Et puis, effectivement, comme vous disiez, un peu de stress, un peu de tension, d'être toujours un peu à droite, à gauche, finalement, de faire beaucoup de choses en même temps. Un médecin, chercheuse, maman, mais c'est comme ça aussi que ça me donne de l'énergie. Mais vous vous autorisez parfois à en manquer, l'énergie. Est-ce que ça, c'est pas aussi indispensable pour notre bien-être biologique et nos mitochondries? Oui, alors pour les mitochondries, je sais pas. Oui, effectivement, je pense qu'on a tous besoin de savoir faire une pause de temps en temps. Il faut savoir s'écouter. Si on revient à la mitochondrie, alors on sait qu'il y a des fluctuations de fonctions mitochondriales dépendantes au moment de la journée. Qui dépendent donc du cycle circadien entre la journée, la nuit, la journée. Tout ça, c'est tout un pan de la biologie qui s'appelle la chronobiologie, qui n'est pas vraiment mon domaine. Mais on sait qu'il y a des fluctuations selon nos besoins, quand on après manger, selon l'apport de nutriments, est-ce qu'on a ce qu'il faut ou pas, selon le besoin, si on doit aller faire du sport, quelque chose. L'organisme s'adapte à tout ça. Une bonne énergie, ça veut dire quoi, finalement ? Alors, là, c'est une bonne question. Je pense qu'une bonne énergie, c'est un équilibre entre la production et le besoin. Que les deux qu'on réponde aux besoins, finalement. Pas en excès, ni trop peu. C'est justement, on sait que s'il y a un emballement, par exemple, de production d'énergie par la mitochondrie, ça peut être néfaste au bout d'un moment. Donc, une fois de plus, je pense qu'il faut juste avoir l'énergie nécessaire à ce qu'on a besoin de faire. Quand on veut contracter un muscle, il faut avoir l'énergie au bon endroit, dans la bonne cellule, la bonne quantité pour pouvoir faire son travail. Médecin et chercheuse au laboratoire de physiologie intégrative et systémique, Joanne Poisson, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Aux sources de l'énergie, un podcast imaginé pour le Collège des humanités de l'EPFL, réalisé avec l'aide de Yves Roulin. À bientôt, prochain épisode à suivre.